Bonsoir. Nous allons aujourd'hui vous parler un peu plus de la gouvernance de Contrôle. Cette gouvernance s'exerce à travers des institutions administratives, juridictionnelles, etc. Elle suppose un ensemble de règles, mais aussi un ensemble d'acteurs compétents pour mener à bon port certaines prescriptions comme la transparence, comme l'intégrité, comme l'éthique, etc. Je voudrais revenir un peu en arrière pour les gens qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de suivre certaines conférences que j'ai tenues sur le continent africain. Avec la magie des technologies, tout est disponible. On peut aujourd'hui les diffuser à une plus grande échelle sur cette plateforme de Subthinking Academy Pro, qui est donc une chaîne d'innovation, d'une pensée endogène mais ouverte. Et cette conférence, je l'avais tenue en République démocratique de Congo à l'invitation de mes amis de l'Inspection générale des finances. Donc j'ai eu cette opportunité, cet honneur de leur parler de ma vision de leurs institutions, notamment l'Inspection générale des finances et les autres inspections qui ressemblent à une telle inspection. Évidemment, à l'époque, je les ai taquinés un peu avec cette belle citation de James Madison. James Madison, comme tous les pères fondateurs, les founding fathers des États-Unis sont des génies à mon avis. J'aime pas tellement ce mot génie parce que je crois pas tellement. Mais en fait, ces gens sont des penseurs. Les États-Unis ont été fondés par ce qu'ils appellent founding fathers, mais qui sont en fait des grands cerveaux. Et ils ont des écrits incroyablement beaux et profonds. Madison disait ceci, si tous les hommes étaient des anges, aucun gouvernement ne serait utile. Aucun gouvernement ne serait utile parce que ces hommes auraient atteint une sagesse telle que se diriger serait la règle et non être dirigé. Malheureusement, Madison constate que ce n'est pas le cas. Et il disait dans cette belle citation, si c'était aux anges de les gouverner, c'est-à-dire gouverner ces hommes, des contrôles internes ou externes ne seraient pas utiles, ne seraient pas non plus utiles sur le gouvernement. Donc, le gouvernement est composé d'hommes qui ne sont pas parfaits et mieux encore, même les hommes qui dirigent ne sont pas parfaits, ils ne sont pas des anges. Donc le contrôle est nécessaire, aussi bien sur les gouvernements que sur les gouvernés. C'est une très belle phrase de James Madison dans ses écrits, et c'est heureusement disponible aujourd'hui en ligne, malgré que ça date du 1788, les fameux textes qu'on appelle fédéralistes. Et en tenant cette conférence, je suis parti aussi, non seulement de ces très beaux écrits, mais d'un benchmark que j'ai eu à effectuer aux États-Unis, alors que j'étais déjà formaté dans le système des inspections générales d'État d'Afrique francophone. Et j'allais de surprise en surprise. En somme, les modèles sont relatifs. Et j'entends souvent des cas, des inquiétudes. Au niveau du oui, c'est universel, c'est comme ça partout dans le monde. C'est pas vrai. Et le monde est une diversité de réalités. Et justement, c'est un peu de paresse que de faire cela. Il faut s'ouvrir aux modèles, aux autres idées, et peut-être réinventer sur cette base. Et souvent, malheureusement, c'est en Afrique que nous avons ce problème-là. Et on va même dans les conférences internationales. Peut-être que certains ont eu l'occasion de voir ça, des conflits entre anglophones d'Afrique, francophones d'Afrique. C'est terrible, c'est des choses que nous devons dépasser. Mais pour avoir cette liberté de créer, de penser, il faut passer par un cheminement assez long. Et si je prends par exemple les inspections générales d'État en Afrique, ça peut surprendre beaucoup de gens. Mais ce sont des institutions très vieilles. Déjà en 1906, vous aviez des inspections générales, peut-être pas avec le même nom. Et le gouverneur général des colonies françaises en Afrique de l'Ouest, qui est presque un président de la République, entre guillemets, et avait donc créé des inspections générales, parce qu'à l'époque, le gouverneur avait un pouvoir réglementaire qui lui permettait de faire beaucoup de choses.
Et à l'indépendance, les États africains vont maintenir de telles entités. Donc, je devais présenter à mes collègues de la République centrafricaine ces particularités historiques qui ont disparu. Il m'a fallu beaucoup de recherches jusqu'aux archives nationales du Sénégal pour pouvoir remonter un peu cette filière. Mais ce système n'est pas universel. Pas plus que le système des inspections générales qu'on va trouver aux États-Unis, que j'ai trouvé aux États-Unis, pas plus que le système sénégalais, pas plus que les autres systèmes qu'on appelle Cour des comptes, Chambre des comptes, ceci. Ce ne sont pas des systèmes universels, ce sont des systèmes localisés. Et si vous sortez un peu de certains pays pour aller... par exemple, j'étais au Yémen, j'ai discuté avec le chef de l'inspection générale là-bas. Il était surpris par la nature de notre système. Il ne pouvait pas comprendre qu'il y ait autant de corps de contrôle, etc. Ce fut un débat intéressant, j'ai appris de lui. Donc, disons qu'il n'y a pas de système universel, il y a des systèmes. Mais en tout cas, dans le cas des inspections générales africaines, elles font rapport tantôt en président de la République, en premier ministre et même en ministre. On a vu ça dans certains pays. J'ai même vu dans un pays à l'époque au Gabon, à l'époque au Burundi, où il y avait un ministère chargé de l'inspection générale d'État et de la bonne gouvernance. Donc, c'est peut-être des contingences historiques qui font que des choix structurels comme ça ont lieu dans certains pays. Par exemple, si vous prenez le cas des États-Unis, les inspections générales font rapport au président de la République, aux agences, c'est-à-dire donc aux services publics, auxquels ils sont attachés entre guillemets dans l'organigramme, ils font partie de l'organigramme, et au Congrès. Donc, on double compte rendu, aussi bien à l'exécutif qu'au Parlement. Et on verra même qu'il y a des inspections générales beaucoup plus particulières en termes d'organisation, de choix organisationnels, structurels, etc. Donc, en fait, il est important pour les Africains, pour construire des systèmes et des outils, de faire ce genre de comparaison. Ça leur permet d'abord de démystifier cette présomption d'universalité qui peut tuer la créativité. Et donc, je me suis intéressé aux similarités, aux différences. Ayant moi-même la chance d'être membre de l'association des inspecteurs généraux des États-Unis, ce sont des gens très, très, très généreux quand même, parce qu'accepter comme ça des étrangers dans leur association, nous sommes quelques Africains à être membres. Et je pense qu'il faut s'en féliciter, c'est une preuve d'ouverture manifeste. Les inspections générales africaines partagent avec d'autres institutions similaires existant dans divers pays, comme aux États-Unis, une série de défis. Et ces défis méritent étude. Des défis d'efficacité, d'efficience, et aujourd'hui même un contexte similaire. Nous sommes dans la nouvelle société de l'information, nous avons une forte demande en résultats, les citoyens veulent des résultats, ils veulent des impacts, et beaucoup de gens admettent que l'excellence doit être un credo, que la démocratie aussi, le contrôle est un élément de la démocratie. Et ensuite, les gens veulent la transparence et cela suppose de nouvelles démarches qui affectent non seulement l'organisation administrative, mais aussi qui affectent la notion de contrôle. On ne peut plus contrôler comme on le faisait en 1960, où la gestion administrative, c'était du courrier, il n'y avait pas de gestion orientée vers la performance. La notion de contrôle interne s'est réduisée à l'application de certaines lois et de certains règlements budgétaires. Aujourd'hui, ces concepts sont devenus plus dynamiques et plus élargies. Il y a également quelque chose de remarquable qu'il faut saluer, et c'est la percée d'une société civile, une presse plus exigeante. Aujourd'hui, nous avons des journalistes qui se réclament, journalistes d'investigation, et aussi bien certains citoyens que les journalistes jouent ce rôle de surveillance et offrent aux citoyens une information sur la qualité de la gouvernance et sur la qualité du gouvernement. Et donc, je pense que cela nous invite, nous, les acteurs, les penseurs, les leaders, les réformateurs, à une pensée critique. Au sens noble du mot critique, une pensée endogène ouverte aux apports fécondants
de l'extérieur, comme disait le premier président sénégalais, je vais citer Léopold Sédar Senghor. Mais est-ce que nous en sommes capables? Est-ce que nous avons cette autonomie de penser ce privilège d'être différent et de ne pas être un suiviste? C'est là le grand défi. Je pense aussi qu'il faut éviter la nouvelle génération à intérioriser ces credos. Donc, la complexité des choses aujourd'hui, le système de contrôle comme sous-système de la démocratie, avec ses composantes comme l'audit, comme les investigations, comme la prévention et la détection des fraudes, comme les évaluations des interventions publiques. Moi, je mets dans intervention publique tout ce qui est politique publique, programme public, projet public, les routes, les travaux publics qui coûtent des milliards, etc. Je les mets dans les évaluations des catastrophes qui arrivent, Covid, inondations. C'est des interventions publiques. Derrière, il y a des programmes. Et ces programmes, je pense, peuvent faire l'objet d'évaluation. S'il s'agit d'interroger la pertinence de tel projet, de tel programme, peut faire l'objet d'enquête des fraudes si l'on soupçonne qu'il y a des fraudes, et peut faire l'objet d'audit si on veut vérifier la qualité de la gouvernance qui supervise tout ça, le niveau de risque dans ces programmes, etc. Donc il y a des problèmes de choix qu'il faut faire, mais cela demande une réflexion stratégique. Et cela signifie aussi que les corps de contrôle, les inspections générales, ou même les autres cours des comptes, tout ça, ont besoin d'une vision stratégique. Et pourquoi elles font ce qu'elles font? Le pourquoi est important. Le pourquoi, c'est toujours le point de départ de la stratégie quelque part. Comme dit un autre très célèbre, découvrez votre pourquoi. Le roi, il dit dans son fameux livre là. Et donc, les inspections ont besoin d'une vision stratégique orientée vers l'efficacité, l'efficience, la maîtrise des risques. Tout dépend du contexte. J'ai été dans un pays arabe, arabe du Moyen-Orient. Le monsieur me dit, mais le directeur général, nous, chaque année, nous contrôlons notre compagnie d'aviation. Parce que c'est le nerf de la guerre dans ces pays. Et si la compagnie tombe en faillite, c'est compliqué pour nous. Donc, le risque stratégique devient l'existence d'une compagnie dont le poids économique dans l'économie est très important. Ça peut être le renforcement des capacités, etc. On verra les critiques, l'apport merveilleux de Paul Light dans son livre sur le monitoring du gouvernement. Tout est relatif, donc je disais, aux États-Unis par exemple, vous avez un système diversifié d'inspection générale. C'est vrai que c'est un pays fédéral. Par exemple, vous avez une inspection générale fédérale. Il n'emploie le terme État, pour les raisons que nous sommes en train de voir. Et au niveau des États fédérés, vous avez au niveau de chaque État fédéré, vous avez une inspection générale. Au niveau de certaines agences, vous avez des inspections. Au niveau de certains secteurs, au niveau de certains programmes, et au niveau de l'USAID, je crois que ça, beaucoup d'Africains s'en rendent compte, ça, il existe une inspection générale au niveau de l'USAID qui fait le tour de l'Afrique, qui fait des vérifications sur l'aide que le gouvernement américain donne à d'autres pays. Et vous avez une inspection générale pour la sécurité sociale qui est un État dans l'État là-bas, qui est immense. Et on a même vu aux États-Unis des inspections générales créées à l'occasion des fonds affectés à l'Irak récemment, à l'occasion des fonds affectés à ce que nous appelons coronavirus, etc. Donc des programmes ponctuels comme ça, mais auxquels on a donné tellement de fonds très importants. On dit, écoutez, l'inspection générale ad hoc va suivre ce programme jusqu'au bout, va sortir les rapports, etc., d'exécution, tout ça. En Afrique, tels que les textes sont écrits, on a peut-être opté pour des inspections générales qui reflètent le besoin d'un État unitaire, en charge des audits, des inspections et des évaluations. L'autre pouvoir, en général, couvrant tout le secteur public. Ils ont une compétence quasi universelle. En principe, au plan des textes, ces inspections peuvent tout contrôler, il n'y a pas de limite. S'il y a des limites, c'est au niveau du comportement des gens, etc. Et c'est vrai que comme il peut y avoir un écart entre les textes et la réalité, c'est évident, c'est quelque chose que nous. Donc voilà un peu pour montrer la relativité des modèles
et tout modèle, derrière tout modèle, il y a une vision. Donc les gens qui mettent en place des institutions, quelle est leur vision? C'est une question très importante. Quel est leur système de valeurs? C'est une question très importante. Quel est leur niveau d'éthique? Quelle est leur volonté politique de promouvoir la transparence, l'intégrité? Ça, c'est des questions importantes. Et selon les réponses qui sont fournies à ces questions, vous avez un système déterminé. Et la question importante que j'ai voulu mettre en évidence lors de cette conférence, c'est d'attirer l'attention du public sur les défis communs. Et puis la recherche. À la différence des pays africains, aux États-Unis, vous avez beaucoup de recherches sur les inspections générales faites par les académiciens, faites par des groupes d'ONG, des sortes de think tanks. Si les inspections générales aux États-Unis ont beaucoup évolué, et elles doivent en partie à un think tank très intéressant, POGO. Et POGO, c'est Project on Government Oversight, voilà, POGO. Et c'est une ONG qui s'est battue pour l'émancipation des inspections, qui a fait des publications très intéressantes. Je crois que je les cite d'ailleurs à la fin de ce texte. Et l'une des publications qui m'a frappé, c'est le livre de Paul Knight, Monitoring Government. Et dans ce livre, il pense que il y a 8 innovations qui ont été menées aux États-Unis pour faire de l'inspection générale, des inspections générales, ce qu'elles sont aujourd'hui. D'abord, des textes qui les obligent à faire rapport au Congrès et au président de la République. Et au départ, c'est un choix qui avait été beaucoup de résistance. Le ministère de la Justice des États-Unis s'était véhément opposé à cela. Mais aux États-Unis, les parlementaires ont fait le combat qu'il fallait. Et puis des textes qui disent de façon explicite que les inspections générales sont sélectionnées sans référence à leur affiliation politique et uniquement sur la base de leur intégrité et de leur capacité. Évidemment, depuis l'arrivée du président, il y a beaucoup de problèmes sur ce plan-là. L'inamovibilité. Normalement, dans les textes, aujourd'hui, il y a des problèmes avec l'actuel président de ce pays. Ils sont inamovibles. Et on ne peut pas les démettre de leurs fonctions comme ça, sauf faute grave. Et en général, d'ailleurs, ils font double avis et il faut l'avis du Congrès. Et une originalité aussi dans le système américain, c'est la coexistence des professions d'audit, d'investigation au sein d'une inspection générale et d'évaluation. D'ailleurs, beaucoup de textes dans ces pays, disent clairement que ces inspections générales ont 3 fonctions. Et donc, les audits, l'audit interne, les investigations, donc des fraudes, des abus, du gaspillage, parce qu'aux États-Unis aussi, il y a un problème conceptuel. La recherche ne se contente pas de dire fraude, elle va très loin, surtout les académiciens, et elle parle de fraude, abus, gaspillage et corruption. Et dans la littérature, c'est ce que vous trouvez, il y a des merveilleux textes pour les gens qui ont fait des études là-bas dans ce domaine, des séminaires, ils s'en rendront compte. Et je pense que c'est une originalité. Et la loi les oblige presque à mettre en place un organigramme où on distingue clairement cela. Les audits, les investigations, et puis les évaluations. Et sous la poussée des ONG comme POGO, etc., les textes qui ont été finalement adoptés leur confèrent une marge de manœuvre importante qui leur permet de recruter et de doter de ressources humaines, etc. Ça dépend, parce qu'aux États-Unis, effectivement, il y a non seulement la loi générale sur l'inspection, mais chaque État peut faire quelque chose pour ses inspections. Et effectivement, pour son inspection, effectivement, si vous avez des gouverneurs, des maires progressistes, etc., c'est sûr qu'ils y mettent les moyens. Par exemple, souvent les congressistes, les gens du Parlement tiennent à ça. Parce que pour ces parlementaires, les rapports d'inspection sont importants. Ça leur permet de les détenir et de montrer qu'ils sont en train de défendre les intérêts des citoyens.
Et donc, ils suivent très bien ces rapports et une fois qu'il y a un problème, c'est une opportunité politique pour eux, pour montrer, mais écoutez, nous sommes là pour que les femmes, voilà, l'inspecteur général a dit ceci, ils vont déclencher des enquêtes, ils vont convoquer des auditions, etc. Et donc, ça fonctionne comme ça, bon, sauf que c'est vrai que maintenant il y a des problèmes, on verra bien comment ça va se terminer. Et ils ont beaucoup de pouvoir, par exemple, pour dénoncer, faire des lettres d'avertissement, et ils ont des pouvoirs parfois quasi judiciaires. Et il y a des États même où ils sont armés et tout. Et ils peuvent faire des mandats d'amener, etc. dans certains États qui ont complété la législation, un peu comme Taïwan. Donc, c'est pour dire que les modèles sont relatifs. Et donc, il y a le contexte aussi. Ces inspections évoluent dans un contexte où il y a ce qu'on appelle le whistleblowing. Le whistleblowing, donc, c'est le fait de donner la possibilité aux citoyens de dénoncer des abus, des gaspillages, des détournements. Et même la loi américaine va plus loin. Il y a ce qu'on appelle le QUITAM. Donc, ce qui permet aux citoyens de se porter partie civile. Et il y a le False Claim Act, et le False Claim Act aussi, qui évidemment protège les gens, parce que si on permet aux personnes de dénoncer, il faut que ça soit vrai. Et le risque, c'est qu'il y ait règlement de compte. Et cet ensemble de lois-là, la loi sur le whistleblowing, que ici, en Afrique francophone ou en Europe, on appelle lanceurs d'alerte. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus que des lanceurs d'alerte. Et avec l'aide des whistleblowers, avec la possibilité pour les citoyens de porter plainte, et même l'État, si l'État a le désir de se porter partie civile à cette plainte. Et donc, sur le contrôle maintenant du False Claim Act, c'est-à-dire que si vous faites ça pour régler des comptes à un autre, ça peut se retourner contre vous. Et c'est un marché énorme aussi pour les avocats là-bas. Et souvent, on dit même c'est eux qui démarchent les citoyens pour qu'ils portent plainte, etc., parce qu'ils ont des informations, etc. Donc, et puis, l'autre innovation, c'est que on leur donne une position de conseil au sein des départements et agences auxquels ils sont rattachés. Je m'y rattache en guillemets, tout en étant capable d'accéder à des informations. Et les rapports sont discutés au Congrès, il y a des comités, des sous-comités au Congrès, etc. Et pourtant, c'est un régime présidentiel. Parce qu'en général, quand vous dites les États-Unis sont un régime présidentiel, quand vous dites ça, on dit, oui, ça c'est bon pour le régime parlementaire. Ça prouve aussi la relativité. Souvent, en Afrique, on répète des choses comme ça, et comme si elles n'étaient pas relatives, comme s'il n'y avait pas des exceptions, etc. Et voilà quelques innovations qu'il y a eu, et bien d'autres qu'on va voir également. Donc, en fait, il y a quelque chose de similaire avec le Sénégal. Et depuis l'indépendance, il y a eu un processus continu d'amélioration. Et parce que quand on regarde bien le Sénégal, le président Senghor faisait de l'instruction générale son petit projet, quoi. C'était son affaire, et comme il aimait à le dire. Et donc, il a constamment, avec le président Diouf, les autres sont venus essayer d'améliorer leur indépendance, leur statut de processus, même si aujourd'hui on se posait des questions. Et donc ça pose, pour améliorer le système, le premier défi et toutes les normes internationales le consacrent, et c'est l'indépendance. Parce que c'est un peu comme le juge. Le juge il fait son travail en âme et conscience. Et donc ce genre de métier, c'est pas des métiers pour régler des comptes, c'est des métiers pour des gens justes, honnêtes. Et donc c'est un peu être indépendant d'esprit, et être honnête aussi et juste pour pouvoir faire un rapport à l'autorité habilitée. Bon, sur ce chemin, des difficultés ne manquent pas, parce que comme dans toutes les sociétés, vous avez des gens qui ne veulent pas de ce genre de pratiques. Donc le contexte invite à beaucoup de résistance. Paradoxalement, ces résistances sont un peu démodées dans la nouvelle société de l'information et des technologies, et avec une forte demande en démocratie, avec le développement des réseaux sociaux, le multipartisme, les alternances politiques. On est dans un nouvel environnement où un leadership digne de ce nom devrait, je crois, se dire non
Et nous sommes dans un nouveau monde. Il faut renforcer ces systèmes. Il faut qu'ils changent dans le bon sens à cause de ce que je viens de dire. Et il y a un deuxième problème, c'est le recrutement. Et comme le dit la loi américaine, il faut recruter des gens compétents et de haute qualification. Moi, personnellement, après toutes ces études sur ces systèmes, la participation à des associations qui s'occupent de ces choses, la lecture des recherches, je me dis que même aujourd'hui, c'est un métier de professionnel spécialisé. On ne devient pas auditeur interne par magie, on ne devient pas un spécialiste de la prévention, de la détection des fraudes, des abus. Ça s'apprend. Il y a tout un catalogue académique derrière. Évaluateur, c'est parfois très complexe. Vous avez plusieurs sortes d'évaluations, sommatives, formatives, communautaires. C'est vraiment des disciplines scientifiques. Et peut-être qu'aujourd'hui, le moment est venu de s'ouvrir à des spécialistes très haut niveau, de payer les prix qu'il faut pour leur formation, etc. Je prends un exemple aux États-Unis. L'Association des inspecteurs généraux des États-Unis, qui nous a fait l'honneur d'être leurs membres, parmi leurs membres, et avec d'autres collègues africains. Bon, en fait, ils ont signé un Memorandum of Understanding, un protocole d'accord avec l'université de la ville de New York, John Jay College of Criminal Justice. Et avec cette université, ils délivrent un master IG, donc un master. Donc beaucoup de jeunes qui travaillent maintenant dans les inspections font ce genre de master, sont diplômés et commencent leur carrière dans les inspections comme de très hauts professionnels. Ils ont appris le management public, ils ont appris l'évaluation des politiques publiques, les audits internes, les normes nationales, les normes internationales. Parfois, les normes nationales peuvent être très, très compliquées au plan pénal. Ils ont tout un background qu'ils ont formé pendant un cours de master de presque 2 ans et quelques pour rejoindre ces institutions. Donc, il faut peut-être pour l'avenir s'orienter vers un professionnalisme beaucoup plus élevé. Une autre exigence, c'est l'autorité. Il faut avoir l'autorité pour investiguer. Et face à des pressions, face à des, comment on peut l'appeler, des gens qui seraient tentés de faire croire qu'ils sont des intouchables, etc. L'indépendance est vitale pour l'efficacité, pour l'efficience. Et c'est pas simplement à l'égard de contrôler, mais aussi à l'égard des gouvernants qui donnent les moyens et qui peuvent refuser de donner les moyens, par exemple. C'est le problème de l'indépendance financière, des budgets autonomes. Et il y a eu des progrès dans certains pays, le Sénégal, Côte d'Ivoire, où il y a des fonds d'intervention qui dérogent aux règles classiques de la comptabilité publique, etc. Donc, pour délivrer des mises en demeure, comme aux États-Unis, donc faire des recommandations, pour coopérer avec les whistleblowers, ces dénonciateurs dont on a parlé, des hotlines aux États-Unis, vous avez une loi qui encadre ça. Et les dénonciateurs, les whistleblowers, et l'obligation d'avoir des hotlines au niveau des inspections, etc. Et les études qui ont été menées notamment par le Congo dont j'ai parlé précédemment, avaient beaucoup insisté sur ça. Et on a mis en place des sites web faciles d'accès pour les citoyens. Et les rapports sont publiés dans les 72 heures, si je ne me trompe pas, dans les délais. Je crois que la loi fait obligation dans les 72 heures, etc. Et la place du secret de la confidentialité est encadrée. Et le principe là-bas, c'est que les rapports sont publics. Le secret et la confidentialité, c'est l'exception. C'est-à-dire, ce n'est que s'il y a des raisons de penser que le secret et la confidentialité sont nécessaires, que l'inspecteur général ne le met pas dans le rapport. Mais d'ailleurs, dans certains textes là-bas, on l'oblige à mentionner dans le rapport que de ce rapport, j'ai extrait des domaines concernant ceci ou cela et que j'ai mis dans un rapport secret et confidentiel acquis de droit. Donc, vous voyez, évidemment, nous sommes dans des démocraties fortes. Ces choses-là sont peut-être beaucoup plus compréhensibles. Mais ça prouve que la facilité avec laquelle certains disent oui, secret, confidentialité, c'est vraiment parfois de la légèreté.
Nous sommes dans un monde donc là-bas anglo-saxon où le principe c'est une culture plus ouverte de l'obligation de rendre compte. Un exemple, par exemple, c'est la gestion de la performance. La loi sur la performance aux États-Unis, le Government Performance Results Act, oblige tous les managers à avoir un plan stratégique, à publier des rapports sur les performances, à faire des déclarations de performance, à avoir ce qu'ils appellent les plans annuels de performance et à publier des rapports. Et ces rapports sur les performances qui sont publiés sont audités, contrôlés. Ils sont audités par les inspections régionales et d'autres systèmes de ce genre. Et donc, c'est vrai que les Africains ont pu rêver de systèmes d'obligation de rendre compte, avec ce fameux vent de la démocratie. Et on voit également des percées dans les pays anglophones d'Afrique où il y a des Freedom of Information Act là qui sont écrits, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient appliqués. Et peut-être que des avancées remarquables auront lieu au fur et à mesure. C'est une question de maturité peut-être du système des citoyens, etc. Et renforcer les capacités, le professionnalisme aussi, c'est quelque chose de très important. Ce genre de structure et les gens qui interviennent ont besoin de valeurs d'intégrité, d'adhérer à des valeurs d'intégrité, de transparence, d'adhérer à de meilleures pratiques reconnues à travers le monde. Et cela se fait grâce à l'existence d'un système organisé de formalisation, soit dans le pays ou dans des associations. Le problème de l'audit, c'est un problème pour les professionnels avant tout. C'est comme les médecins. Et si on voulait, je ne sais pas moi, mettre les pratiques du médecin, du chirurgien dans un code, comment il opère, comment il déchire tel. Non, c'est un métier, c'est des praticiens, c'est des professionnels, et donc organisés qui définissent comment ces métiers doivent se faire. C'est la tendance mondiale. Et effectivement, il faut un encadrement, il faut des manuels, il faut des normes, il faut des codes d'éthique, il faut des chartes et tant d'autres outils. Et donc, c'est pourquoi ce genre d'institution a besoin d'un environnement, à mon avis, dynamique, créatif. Je pense quelque part, c'est un environnement de chercheurs aussi. Les gens doivent se comporter quelque part comme des chercheurs. Et par exemple, j'ai donné ici quelques exemples. Aux États-Unis, toute la recherche qui a été faite et qui a abouti à des documents sur lesquels ils servent de base de travail. Et aux éditeurs, aux inspecteurs généraux dans le secteur public. Vous avez le Government Auditing Standard qui est le Yellow, ce qu'ils appellent le livre jaune, qui a été révisé plusieurs fois, qui fixe les normes d'audit, les gestes qui ont été élaborés par le General Accountability Office, donc qui est le bras droit du Parlement. Et donc, tous les éditeurs des États-Unis dans le secteur public se réfèrent à ça. Et même les éditeurs du privé, quand ils travaillent pour le gouvernement, ils se réfèrent à ces normes. Et évidemment, à d'autres normes. Et vous avez par exemple des normes de qualité pour les investigations dans un environnement digital. Et vous avez des normes de qualité pour les inspections générales au niveau fédéral. Vous avez des normes de qualité pour les investigations, et des normes de qualité pour les inspections et les évaluations, etc. Mais tout ça, il faut un investissement. Il faut des structures d'encadrement. Je pense qu'aujourd'hui, les pays francophones, pas seulement d'Afrique, mais en général, étaient très en retard. La France, en 2011, a fait un progrès en réformant l'audit interne dans le secteur public avec le décret de 2011. La Belgique, 2000... je suis plus sûr, 2014, je ne sais plus sûr, je m'excuse sur la date, je ne suis pas très sûr, etc. Donc, on met en place, donc aujourd'hui, au niveau des États, des unités, des unités de formalisation, de normalisation, pour que toutes ces choses-là puissent exister. Et c'est un progrès, et je pense qu'il faut embarquer le vent du progrès. Et Paul Light avait son ouvrage extraordinaire sur donc le monitoring du gouvernement, comme il l'appelle, dit que ces contrôles-là aussi ne devraient pas simplement servir pour des sanctions. Ils devraient servir à renforcer les capacités des gens.
par exemple, leurs compétences organisationnelles, et en technologie, leurs talents, et améliorer les systèmes et structures. Mais je crois que d'ailleurs, quand on y regarde de près, dans les textes africains, on dit en général que l'inspection générale d'État est un conseiller qui participe à l'amélioration du fonctionnement des instances de l'administration du secteur public, par exemple. Et Pauline insiste beaucoup sur l'amélioration des performances, et comme devant être un des éléments fondamentaux du contrôle. Je pense personnellement, quand on regarde l'évolution aujourd'hui, on arrive à ceci. C'est que ces systèmes de contrôle ont 3 ou 4 métiers fondamentaux. L'audit interne, par exemple, les investigations et détections que certains appellent, appellent investigation, l'évaluation. Et peut-être le conseil, mais je me dis que le conseil c'est quelque chose de vraiment transversal qu'on peut trouver dans toutes ces 3 fonctions que je viens de citer. Et donc, aider à renforcer les capacités. Donc, ces 3 fonctions, et je pense que de plus en plus, dans des pays où l'on a vraiment mis les moyens, parce qu'il y a un grand problème qu'on va voir, si c'est déjà dit d'ailleurs, c'est que les taux de couverture de contrôle sont très faibles dans beaucoup de pays. Et parce qu'on veut demander à quelques inspecteurs généraux de contrôler tout un État, les secteurs parapublics, publics, etc. Il faut y mettre les moyens. Il faut assez de contrôleurs, il faut du budget. Et c'est cela qui a du sens. Parce que je pense qu'on devait arriver à un système tel que les audits financiers sont faits chaque année. Et les audits de performance sont faits chaque année, au moins. Et ça pose des problèmes plus complexes. Et quand vous avez des États démesurés avec des structures inutiles, etc., probablement vous ne pouvez pas mettre en place une telle organisation qu'on voit dans certains pays. À Dubaï, j'ai discuté avec le chef de l'inspection générale des finances là-bas il y a plusieurs années, et qui me disait, mais nous, chaque année, on a ce qu'on appelle le département, il y a au moins 2 audits chacun, financiers, de performance. Mais ça, il faut y mettre les moyens, il faut avoir une organisation administrative adaptée, etc. Pour conclure un peu, on peut se poser la question en quoi les contrôles des inspections générales prennent-ils en compte les facteurs de changement ou sont-ils eux-mêmes des leviers de changement? Et quel est l'apport des technologies? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels de contrôle pour la fraude, pour les audits, les évaluations. C'est un marché pour certains cabinets qui ont compris cela, qui ont développé des outils de ce genre. L'une des dimensions également est en quoi ces contrôles peuvent contribuer à un management plus efficace de la performance, d'atteindre des résultats, améliorer cela. Et aller au-delà de l'approche classique de la conformité, la conformité aux lois, aux règlements, etc. Et pour avoir une vue beaucoup plus holistique d'évaluation des performances, et une vue beaucoup plus stratégique. C'est des éléments fondamentaux et qui doivent être pris en compte dans une vision stratégique intégrée. Mesurer les performances des inspections, oui, qui va contrôler les contrôleurs, c'est un peu ça la question. En tout cas, dans les recherches, comme les recherches de Pauline, ils proposent des critères. Je pense qu'on va aller très loin dans ça. Pendant très longtemps, il n'y avait pas des indicateurs de performance pour cela. Le moment est venu de les élaborer. Il y a des premières tentatives qui sont très intéressantes. Ces indicateurs devraient permettre de se prononcer sur le degré de leur professionnalisme. Et ce que j'ai appelé tout à l'heure le taux de couverture. Et si pendant 5 ans, beaucoup de ministères, beaucoup de secteur parapublic, beaucoup de communes ne sont pas contrôlés, le taux de couverture est faible. Voilà un problème de performance du système lui-même. Et quels sont les indicateurs qu'on peut faire? Par exemple, chaque 5 ans, il faut contrôler tout le monde. Ce serait un petit rêve là. Des choses qui permettent d'apprendre, de tirer des leçons, ce qu'on a appelé ici des cas porteurs.
Et je parlais de la compagnie d'aviation que ces pays voulaient contrôler chaque année. C'est un capoteur parce qu'une bonne partie du PIB chiffre dépendait donc un peu de la bonne santé financière de cette compagnie d'aviation. L'impact, quel est l'impact de ces activités? Quelle est la visibilité? Ils sont passés, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et la visibilité de leurs interventions, l'importance de ces missions, quelle est la valeur ajoutée de ces missions, etc. Et voilà des pistes de réflexion pour définir des indicateurs de performance. Mieux que des indicateurs de performance pour élaborer une stratégie, je crois. Qu'est-ce qu'il faut évaluer? Pourquoi? Aujourd'hui, on vous dit c'est l'audit, et c'est l'audit basé sur les risques. Et ça signifie que vous faites votre plan annuel des vérifications, on va utiliser un terme plus général, en connaissant les risques qui vous paraissent pertinents. Ça signifie aussi qu'à l'intérieur de la structure, quand on fait la mission, la notion de risque devient primordiale. Et qu'est-ce qu'il faut évaluer? Pourquoi? Comment? Et c'est des choses qui doivent être formalisées, qui le sont dans les pays développés, qui le sont encore très peu en Afrique, il faut le reconnaître. Et ça, c'est anormal. C'est le prix à payer pour que ces institutions-là soient de véritables acteurs du changement. Et il y a un problème de leadership derrière, il y a un problème de système politique qui est prêt à miser sur l'intégrité et la transparence. Et il y a la volonté de considérer ce secteur comme un secteur vital d'intérêt stratégique. Comment optimiser à l'intérieur du service les différents métiers d'audit, d'évaluation? Ça, c'est le rôle du leadership au sommet qui gère des ressources humaines, qui gère des projets de vérification, qui gère, etc. C'est des choses, c'est du management stratégique finalement. Et un défi, c'est le professionnalisme. Je crois que j'en ai parlé déjà d'ailleurs, mais il est évident aujourd'hui qu'avec l'amélioration des outils de management des risques, d'évaluation des risques, les méthodes causaux, tout ça, il faut un véritable professionnalisme. Et il faut une gestion des ressources humaines, il faut investir dans la formation, il faut des techniques de supervision. D'ailleurs, la supervision, c'est une norme internationale. Et la manière de collecter les preuves probantes et de planifier tout ça, aujourd'hui, c'est une série de normes internationales. C'est pas de l'amateurisme. Et donc, le défi des tours de couverture, j'en ai parlé. Et donc, j'ai proposé ici quelques ratios, à la limite très élémentaires. Mais on devrait y réfléchir. Quel est le ratio effectif des IGE, effectif général de la fonction publique? Quel est le total des coûts des inspections générales, le total du budget, ou même au total du service dans lequel... Comment on va mesurer la visibilité, la qualité donc, de leur travail? Quelles sont les mesures qui sont prises? Et quel est le rôle des parlementaires, des administrateurs, du président, du premier ministre? C'est des questions très importantes qui sont inégalement prises en charge selon les pays. Et une stratégie qui motive au changement. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est le métier où j'ai longtemps travaillé. On apprend toujours, ça change toujours. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on apprend demain. Et donc, quelque part, c'est motivant. Et l'une des critiques qu'on pourrait faire aussi, c'est que quand le système est très orienté vers la quantité, elle néglige la qualité. Et c'est ce que d'appelle Paul Wright, dont je parlais dans son livre là. Et la quantité ne signifie pas toujours qu'il y ait la qualité. Et d'ailleurs, dans sa fameuse recherche, il insiste sur cette préférence à la quantité, même aux États-Unis. Parce que, en fait, ça donne l'impression qu'on travaille. Et il pense que non, il faut avoir des objectifs quantitatifs de performance, d'amélioration, etc. C'est très intéressant. C'est pas forcément les chiffres qui permettent de mesurer la juste réalité des choses, mais le leadership, la gestion du changement, etc. Donc voilà un peu ce que je voulais dire dans cet exposé, cette conférence que j'ai tenue avec mes amis de l'Afrique centrale. Et à cette occasion, j'ai souligné des textes très intéressants. Donc, je pense que l'étude dont j'ai parlé, c'est vraiment celui-là. Je pense qu'il est très intéressant pour des chercheurs qui voudraient voir un débat intéressant sur ce sujet.
ça a été fait aux États-Unis. Et donc, en fait, ce document du Togo, Project on Government Oversight, montrait à l'époque qu'il manque beaucoup de choses pour l'indépendance des inspecteurs généraux aux États-Unis. Et ça a vraiment permis d'améliorer globalement le système. Je crois qu'ils ont été soutenus par ça, par le General Accountability Office. Et donc, le gouvernement plutôt, je suis toujours rattrapé par l'ancien nom, le Government Accountability Office. Et donc, ça a permis au système d'évoluer. Donc, c'est pas seulement une affaire de gouvernement, c'est parfois aussi une affaire de société civile, une affaire d'ONG, etc., qui soutiennent le changement. Et je pense que ce même organisme aussi a fait un texte très intéressant, Accountability Balancing Act. Ça signifie que effectivement tout ça, il faut un équilibre entre les audits, les investigations, une stratégie bien pensée. Le livre de Paul Light dont j'ai parlé tout à l'heure, Monitoring Government, je pense que c'est merveilleux. Voilà ce que je voulais dire, voilà ce que je dis pour cette conférence aux collègues d'Afrique. Et certainement, je les reverrai de nouveau. Et je pense que je dirai la même chose, peut-être avec des améliorations, parce que la recherche est tout. J'espère que ce module complète vraiment les premiers que nous sommes en train de voir sur les problèmes d'obligation de rendre compte, sur les problèmes du contrôle, sur les problèmes de la gouvernance du contrôle. Je vous remercie. J'espère que vous allez écouter attentivement cette vidéo et que d'ailleurs vous allez compléter par les nombreuses lectures qui sont mises en ligne dans le site. Voilà, et merci. Ok, à bientôt. Au revoir.